Et je remercie grandement Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, d'être avec nous, qui va pouvoir peut-être nous donner des précisions, en tout cas son analyse sur l'affaire Boualem Sansal. Mais avant ça, je voulais qu'on écoute tout de suite le président de la République, parce qu'il s'est exprimé hier soir. À 20h, quand nous faisions l'émission hier, on soulignait que ni le président de la République, ni l'Élysée n'avaient produit un communiqué. Et bien, en fin de soirée, le président a parlé, il a dit des choses sur lesquelles vraiment on peut être d'accord avec lui. Écoutons le président de la République. J'ai confiance dans le président Tebboune et sa clairvoyance pour savoir que tout ça n'est pas sérieux et qu'on a affaire à un grand écrivain qui plus est malade. Et donc je pense qu'il doit retrouver sa liberté, la capacité à se soigner. Et je souhaite qu'on puisse trouver une issue rapide à cette situation qui est une situation humaine, humanitaire et de dignité pour tout le monde. Voilà, je pense que c'est très important. Et c'est très important aussi pour l'Algérie. Monsieur Driancourt, merci, je le répète, d'être avec nous. Je voudrais qu'on essaye de comprendre ce qui s'est passé hier. Si, comme je l'ai lu parfois dans les journaux, et notamment Le Monde, pouvait trouver que c'était intéressant ce qui s'était passé hier, parce que c'était une procédure judiciaire qui arrivait à son terme et qui permettait après, pourquoi pas, ou une amnistie ou une grâce du président Tebboune. Ça, c'est une possible analyse. Et la deuxième analyse, c'est de dire que effectivement, M. Sansal va rester jusqu'à la fin de sa vie en prison. Donc, comment vous décryptez ce qui s'est passé hier ? Non, mais comme vous l'avez dit, il peut y avoir deux solutions. Soit c'est le début d'une nouvelle escalade, avec la condamnation de Boualem Sansal à 10 ans de prison, ou peut-être 8 ans. Et pour quelqu'un de 80 ans, ça veut dire la fin de sa vie en prison. Soit effectivement la condamnation, parce que je crois que le Tebboune, dans sa clairvoyance, comme a dit le président de la République, veut absolument faire condamner Boualem Sansal, le condamner donc à 10 ans de prison, et puis peut-être à la fin du Ramadan, ou le 5 juillet, où traditionnellement il y a des grâces à l'occasion de la fête nationale, la fête de l'indépendance, le gracier à ce moment-là. Mais il aura gagné, parce que il aura fait mais votre arrêter. sentiment, votre intuition, si j'ose dire, votre intuition. Je pense que c'est la deuxième hypothèse. En tout cas, je ne crois pas qu'il y ait un deal ou un accord entre la France et l'Algérie, parce qu'on n'en est plus là. Et je crois que les discussions entre Paris et Alger sont largement... C'est-à-dire que M. Tebboune et M. Macron ne se parlent pas ? Je ne crois pas qu'aujourd'hui, ils soient en mesure de se parler. Mais quel est l'intérêt de Tebboune ? Quel est l'intérêt de Tebboune ? De montrer qu'il est le plus fort et que, d'abord, il peut reconstituer l'unité nationale en Algérie, parce que tout le monde le soutient. Il est Tous les Algériens soutiennent Tebboune ? Tous les Algériens sont anti-français. Tous les Algériens d'Algérie, et même un certain nombre en France, sont fiers d'avoir un chef de l'État qui tient tête à l'ancien colonisateur. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc Tebboune profite de cela. La situation diplomatique de l'Algérie est très mauvaise. Ils sont en mauvais termes avec quasiment tous les pays, sauf l'Italie et un peu l'Espagne. Sinon, ils ont été expulsés du Sahel. Ils sont en mauvais termes avec les Émirats arabes unis. Mais il y a quand même des possibilités de sanctions de la France qui peuvent effrayer le régime algérien. Oui, mais nous ne les avons pas utilisées depuis le mois de juillet dernier. Oui, mais on peut les utiliser. On parle de réponses graduées. Nous ne le faisons pas. Et Tebboune table là-dessus. Mais vous pensez que Tebboune pense qu'on ne le fera pas ? Exactement. On ne l'a pas fait jusqu'à présent, donc il tire sur la corde. Et si on le faisait, il serait ennuyé. Par exemple, toutes ces personnes qui viennent se soigner, notamment en France. Alors il y a ce qu'on appelle la riposte graduée ou les représailles massives, pour parler en termes nucléaires, mais je crois que notre tort, c'est d'annoncer à l'avance les choses ou ce que l'on veut faire. Il ne faut surtout pas l'annoncer avec l'Algérie. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus rude pour l'Algérie ? Quelle serait la sanction numéro 1 ? Il y a toute la gamme des mesures, l'accord sur les passeports diplomatiques, l'accord de 68 évidemment, et puis on peut tout simplement contrôler Air Algérie, embêter Air Algérie qui amène des passagers. On pourrait arrêter Air Algérie, par exemple. On pourrait arrêter Air Algérie, interdire à Air Algérie de se poser sur le sol de France. Bloquer Air Algérie à l'arrivée et à Orly, comme il bloque les avions français et les passagers français qu'on réexpédie en Algérie, il les empêche d'entrer sur le sol algérien. Nous, on peut faire la même chose en France. Eugénie Bastier. Face à un tel régime qui a fait de la haine de la France son pilier, même sa justification, la menace n'est pas forcément contre-productive parce qu'ils vont s'en servir. Rappelons quand même que même le général de Gaulle a cédé devant l'Algérie. Et la France était autrement puissante à l'époque. Et on a déjà cédé à cette époque-là. Est-ce que, on a l'impression que c'est que on a l'impression que c'est ce que fait d'ailleurs Emmanuel Macron, c'est la flatterie
qui va permettre de libérer Boualem Sansal. Il dit la clairvoyance de Tebboune. Oui. Et que la menace, en fait... Non, mais il a raison, là, il est dans un langage diplomatique. Mais on a l'impression que c'est la flatterie plus que la menace qui va libérer... Non, mais personne n'est dupe. Il a raison s'il y a un deal. Voilà. Non, mais personne n'est dupe. Il a raison s'il y a une négo. Dans un rapport diplomatique. Mais ce qui me frappe aussi, moi, c'est l'espace médiatique en France. Oui. Le mot anti-France, je ne veux pas l'employer, mais je vais vous relire le tweet de Mathieu Pigasse, parce que je le trouve très symptomatique. Mathieu Pigasse, il dirige Libération, il dirige des médias, etc. Et que dit-il, Mathieu Pigasse? Et avec lui, beaucoup de gens pensent comme lui dans les médias. Il dit « L'obsession de Bruno Retailleau pour l'Algérie est un problème. La provocation, c'est lui. » Bon, ça, c'était il y a 3 jours. Figé dans le ressentiment, obsédé par le passé, il est incapable de penser l'avenir. C'est une politique de rancœur sans aucune vision ni projet. Il fait un tweet, il ne parle pas de Boualem Sansal. Depuis hier, il n'a pas dit un mot, ce monsieur de Boualem Sansal. Je vous assure, ça me met en colère. Parce que ce monsieur Pigasse, qui effectivement défend plus l'Algérie que la France, mais il n'est pas le seul dans l'affaire Boualem Sansal. Pour Boualem Sansal, sous la direction de Pascal Bruckner. Oui. Bon. J'ai écrit un article. Et vous avez écrit là-dessus. Mais vous êtes minoritaire dans l'espace médiatique à souligner. C'est-à-dire que vous avez une émission de France 5. Mais en France, des intellectuels français, des médias français. Monsieur Pigasse n'en est qu'un. Et il dit c'est de la faute de Retailleau. C'est de la faute de Retailleau. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire quand on en est rendu là? Je veux dire, il y a ce monsieur qui a 80 ans, il n'est même pas capable de faire un tweet pour lui, de le citer dans son tweet, et il préfère dire que c'est de la faute de Bruno Retailleau. Donc, la France, c'est terrifiant ce que nous sommes. Notre espace médiatique est terrifiant de ce point de vue-là. On pourrait au moins avoir quelques sujets sur lesquels nous serions d'accord. Et pour le moins... sur ce dossier de l'Algérie. C'est pas Bruno Retailleau qui fait la provocation. Nous sommes d'accord. Je suis d'accord, mais parce que Mathieu Pigasse cible le ministre de l'Intérieur, parce que nous parlons en permanence, et M. Retailleau parle beaucoup de Boualem Sansal. Je pense qu'il ne faut pas en parler. Il faut maintenir l'ambiguïté stratégique, comme je dis, sur cette affaire. Il faut faire, il faut agir, mais il ne faut pas parler. Moi, Nathan Devers. Je suis absolument écœuré et scandalisé par le fait qu'il y ait une telle faiblesse de la France, des dirigeants. Et je suis désolé aussi un peu de l'opinion publique. Vous avez vu une grande marche à Paris pour Boualem Sansal ? Il y en a une mardi prochain. Oui, d'accord, mais il y a tout le temps des marches à Paris avec plein de gens pour toutes sortes de causes. Là, ça fait des centaines de jours qu'il est quand même en prison, embastillé, pour aucune raison. Et il y a une sorte comme ça de torpeur, de lenteur, de langue de bois de partout. Je trouve ça insupportable. Je ne comprends pas pourquoi, alors c'est des idées qui ont été suggérées, je crois même par le Figaro, pourquoi on ne nomme pas M. Boualem Sansal ministre de la francophonie. Pourquoi on ne montre pas à Alger. Parce que là, le problème dans ce que vous dites, dans les hypothèses, c'est qu'en fait, dans le cas le plus optimiste que vous envisagez, c'est quand M. Tebboune daignera avoir la gentillesse de libérer Boualem Sansal, que nous, la France, nous devrons dire merci. Non, il faut, à mon avis, envoyer le message très clair, on n'emprisonne pas un écrivain. On emprisonne encore moins un écrivain français. Un pays qui embastille ses intellectuels, c'est un pays qui se déshonore. Et donc je crois que vraiment la France se serait grandie ou se grandirait, là, à faire des bras de fer, à mettre des gifles à ce régime, et pas, si vous voulez, à rester dans cette mollesse, dans cette lenteur et dans cette ambiguïté. Oui, moi j'aurais préféré entendre le président de la République plutôt que de dire « je souhaite que la situation... » Je demande. Peut-être pas j'exige, mais je demande. On est face à une situation scandaleuse, qui est une détention arbitraire. D'ailleurs, c'est le terme qu'avait employé lui-même le président de la République. C'était une détention arbitraire. Et là, on n'est pas dans un rapport de force. On s'incline, en fait, d'entrée de jeu. Et ça, c'est un déshonneur pour la France. Elisabeth Lévy. Alors, 2 choses. J'ai entendu Noël Lenoir, qui est très active dans le comité de défense de Boualem Sansal, s'indigner à juste raison que les Européens ne fassent rien, parce que cela aurait certainement du poids aussi peut-être de nommer Boualem Sansal. Vous avez parfaitement raison. L'Europe, pour une fois, pourrait servir à quelque chose. Voilà, ils ne font rien, et je trouve ça scandaleux, parce que franchement, ça leur coûterait rien. C'est un écrivain, et comme le dit Nathan, il s'honorait. La deuxième chose, et vous avez raison, c'est terrible, parce que vous avez tous dit, ce qu'on voudrait, c'est que la France ait une voix forte, que quand elle tape sur la table, ça s'entende. Écoutez, si le président de la République a dit que le président Tebboune était clairvoyant, sans qu'il y ait derrière une sorte de négociation, même abjecte, au terme duquel, parce que Nathan, on n'a pas d'autre solution, vous dites c'est affreux, je veux dire...
En réalité, l'espoir pour l'homme Boualem Sansal, c'est qu'effectivement, le président algérien décide juste après le verdict de le gracier. On n'en a pas d'autre pour l'instant. Et s'il n'y a pas ce deal derrière, c'est qu'il n'y a plus de France, en fait. Monsieur Driancourt, vous étiez à quelle période ambassadeur? J'ai été 2 fois ambassadeur à Alger, le premier quinquennat Sarkozy et le premier quinquennat Macron. Bon, est-ce que vous diriez que la situation était quand même différente? Est-ce que oui. On parle toujours de rente victimaire? Est-ce que c'était tout à fait exact? Est-ce que les Algériens ont aujourd'hui cette hostilité viscérale, j'ai envie de dire, vis-à-vis de la France, ou est-ce qu'elle est quand même partagée? Oui, elle est différente depuis l'élection de Tebboune. Oui. Mon premier mandat, c'était sous Bouteflika, et Bouteflika avait de très bonnes relations avec Jacques Chirac, par exemple. Et puis avec Sarkozy, elle n'était pas mauvaise du tout, avec François Hollande également. Donc il n'y avait pas encore ce discours qui était soutenu, gonflé, amplifié par le pouvoir. Alors qu'aujourd'hui, Tebboune, qui a été élu dans des conditions que l'on connaît, avec 95% des voix il y a 3 mois, il joue sur le discours anti-français, la rente mémorielle. Comme on n'a pas d'ambassadeur en ce moment. On a un ambassadeur de France à Alger, oui. Et on le rappelle pas. Il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie à Paris. Oui, il y a pas, mais on le rappelle pas. Non, il est toujours à Alger. Et à votre avis, il faudrait le rappeler, cet ambassadeur? C'est symbolique. Je ne suis pas sûr que ça serve à grand-chose parce qu'un ambassadeur un ambassadeur a malgré tout une certaine autorité pour parler, pour s'adresser aux dirigeants algériens. Alors que les Algériens sont très forts, ils savent humilier, ils savent rabaisser les diplomates, les chargés d'affaires. Est-ce qu'on sait combien de Franco-Algériens, pourquoi pas combien d'Algériens, combien de descendants d'Algériens sont en France ici sur le territoire? Parce que Thibault de Montbrial disait l'autre jour, il disait le chiffre de 7 millions. Oui, je pense. Et l'explication de Thibault de Montbrial, c'est que le pouvoir est terrorisé, pouvoir français, à l'idée effectivement d'entrer en conflit avec l'Algérie, parce que vous avez sur le sol français 7 millions de personnes qui forment cette communauté algérienne. On va l'appeler comme ça. Bon, moi je ne pense pas que ces 7 millions de personnes, oui mais ils ne sont pas tous, 7 millions ne sont pas pro-Tebboune. Non, c'est une communauté très hétérogène, mais entre les franco-algériens, les Algériens mononationaux, les clandestins, il y en a beaucoup, les Kabyles, les descendants de Harki, il y a énormément de monde. Donc 7 millions, on n'est pas loin de la réalité. Hein. Bon, écoutez ce que disait Gilles William Golnadel sur ce sujet hier soir avec nous. Vous avez un écrivain franco-algérien qui s'exprime en français, qui est mis en prison parce qu'il est innocent et parce qu'il est courageux. Et on lui met 10 ans, enfin, on requiert 10 ans. J'aime beaucoup l'esprit de juriste de M. Barrot qui nous explique que ce ne sont pas des accusations, ce sont des réquisitions. C'est ne rien savoir au droit. Hein. Bien. Mais non, j'accepte pas de m'expliquer, ah bah oui, comme ils vont lui mettre 10 ans. Non. Ces réquisitions sont infâmes. L'emprisonnement actuel de M. Boualem Sansal est infâme. Tout le reste n'est que bruit. Monsieur Coquerel a pris la parole également de la France Insoumise, écoutons-le. Tout ça s'inscrit dans un calendrier électoral qui est celui notamment de M. Retailleau vis-à-vis de 2027, où il pense qu'il est de bonne loi de cibler l'Algérie, tout comme il cible les Français de papier, donc une espèce de discours ambiant assez nauséeux et sur fond raciste. Et qu'il construit ça là-dessus. Et que tout est prétexte, du coup, à durcir. C'est une faute historique. Donc, arrêtons de trouver tous les prétextes possibles pour, j'allais dire, durcir les relations. Il faut demander la libération de Boualem Sansal. Mais là aussi, vous le savez très bien, c'est que plus, quelque part, en réalité, on utilise... Cette histoire aussi, il y a quelque chose d'indécent, parce que là aussi, la France sait très bien que plus elle monte en tour par rapport à cette question, plus elle complique la situation de Boualem Sansal. Voilà. Donc, je veux dire, je pense que ceux qui le font n'en ont cure de la situation de Boualem Sansal. Ils l'utilisent comme prétexte pour durcir les relations avec Alger. C'est terrible d'entendre des choses comme ça, parce que cette soumission... Ce qui complique la situation de Boualem Sansal, c'est aussi le discours de la gauche qui met en accusation Bruno Retailleau. J'ai entendu cette semaine David Guiraud reprocher à Bruno Retailleau de préparer son congrès. Vous voulez qu'on l'entende, David Guiraud? Cette séquence à l'Assemblée nationale est folle. Je ne peux pas dire autre chose. Écoutons la séquence à l'Assemblée nationale, mais on est à un niveau aujourd'hui d'hostilité, de haine,
sur ces sujets-là qui est insupportable. Écoutez le ton de monsieur David Guiraud lorsqu'il s'exprime quand même à un ministre de la République. Écoutez ce ton qui, effectivement, personnellement, me choque et doit choquer beaucoup de gens. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous qui vous êtes visiblement trompé de ministère puisque vous ne parlez que de l'extérieur et surtout de l'Algérie dont pourtant le taux d'exécution des OQTF est le même que le Maroc, la Tunisie ou le Mali, témoignant que vous ne vous agitez pas pour les Français mais pour vos propres intérêts. Avec vos ripostes graduées, vos menaces de démission, vous nous jouez tous les jours une nouvelle partition qui ne vous mène qu'à des défaites. Car pour exister, vous copiez les méthodes des fascistes outre-Atlantique, mais vous n'êtes pas Trump, monsieur, juste un joueur de trompette. Oui, il faut parler de sang sale. Nous avons tous appelé à sa libération, mais l'escalade des tensions lui nuit gravement et la vérité, c'est que Retailleau est en train de le sacrifier pour gagner son congrès. Vous dites agir pour la France, mais comment peut-on prétendre défendre la France en piétinant ses lois, en piétinant des droits, en piétinant la foi de millions de Français musulmans? Pourquoi M. Retailleau et son gouvernement s'acharnent-ils à vouloir couper le fil de cette histoire délicate tissée entre nos deux peuples, qui ont tant d'enfants en partage? Ces mêmes enfants qui n'ont pas à tourner la page de la colonisation, mais qui ont un besoin de vérité, car les crises s'enchaînent à cause de ces non-dits et de toute cette histoire qu'on a voulu laisser enfouie. D'ailleurs, vous qui dénoncez la cancel culture, alors pourquoi ne pas vous insurger quand un documentaire sur l'usage des armes chimiques en Algérie est déprogrammé de la télé? Monsieur le Premier ministre, votre gouvernement n'est pas à la hauteur de notre histoire commune, pas à la hauteur de ces Algériens qui ont fait couler leur sang à Monte Cassino ou dans le débarquement de Provence, pas à la hauteur de nos anciens qui ont mêlé leur sueur dans les mines et les usines de toute la France. Il n'est nullement question ici de repentance, mais juste d'apporter un peu de respect et de reconnaissance. Et ce n'est pas l'Algérie qui nous agresse, monsieur le Premier ministre, c'est vous qui agressez la France lorsque les vôtres osent parler des belles heures de la colonisation. Car en disant cela, vous insultez Gisèle Halimi, Simone de Beauvoir, Jacques Vergès ou Fernand Yveton et tous ces Français qui ont su, contrairement à vous, s'opposer à l'inhumanité et qui ont milité dans l'ombre et la lumière pour rapprocher ces deux peuples que vous essayez aujourd'hui de séparer. Je vous remercie. C'est triste d'avoir des énergumènes. C'est une honte. Qui prennent, c'est odieux d'ailleurs, qui prennent la parole, qui déversent cette haine-là, qui dit que c'est l'Algérie, que c'est nous qui agressons l'Algérie. Autour de ça. Et vous avez vu tous ces jeunes gens qui se lèvent autour. On n'a pas de chance vraiment d'être dans cette séquence. Mais qui les a élus? Je vous assure, on n'a pas de chance. Parce que ce niveau d'intervention... Mais qui les a élus? Qui les a élus? Nathan Devers. Il dit nous soutenons la libération de Boualem Sansal. On se souvient que Rima Hassan, elle qui disait que Alger était la Mecque des libertés. Vous vous rendez compte, la déclaration sous ce régime autoritaire de Tebboune, de dire ça, c'est hallucinant. Rima Hassan s'était abstenue au moment de la résolution. Elle avait voté contre, vous avez raison, pour sa libération. Et au Parlement français, il y a eu une résolution analogue et une très grande partie, voire majoritaire d'ailleurs, de la gauche, de tous les partis de gauche, ont eu piscine, se sont abstenus. Monsieur Hollande était ailleurs. C'est une honte absolue. Les écrivains qui signent tout le temps des pétitions, Annie Ernaux, etc. Vous les voyez Non. Ils seront à la marche de samedi, ouais. D'accord, mais vous avez raison. Davantage. C'est un peu pénible. En plus, prix Nobel de littérature. Mais oui. Ernaux, vous avez parfaitement raison. Qui est dans le même éditeur Elle a signé une pétition. Bon, d'accord. Mais en tout cas, elle a signé la pétition. Cette démarche-là. Non mais il y a quand même Benjamin Stora. Oui. Benjamin Stora, il a pris la parole sur ce sujet? Très peu. Voilà, mais alors Benjamin Stora, mais c'est aussi Emmanuel Macron qui en a fait l'historien officiel de cette période. C'est un militant, monsieur Stora. Il a le droit. Ces gens-là ne rappellent jamais. Il a le droit. Ces gens-là qui sont à rappeler l'état de droit, à faire des pétitions pro-migrants, ne rappellent jamais comment l'Algérie traite les migrants chez eux. Parce que je peux vous dire que l'état de droit et les OQTF, ils ne les renvoient pas par des tribunaux, ils les renvoient par des camions dans le désert. Ils les font crever de faim. J'ai été témoin de files de camions, de 30 camions bourrés de migrants subsahariens qui sont déposés à 300 km au sud de Tamanrasset. J'ai vu ça de mes propres yeux. Donc les leçons de droit à la France, il faudrait quand même que nous en fassions à l'Algérie. Mais j'entends ce que vous dites, mais ce qui me sidère à la limite, c'est pas l'extrême gauche ou la France insoumise qui veut le chaos. Ce qui me sidère, c'est tous les jours on en parle ici, c'est l'espace médiatique. C'est les journalistes, je suis sidéré de ça. Je ne peux pas vous dire autre chose. Les écrivains, les artistes, je suis sidéré de ce. Il y a un parti de l'Algérie. Vous avez entendu le carillon? Vous l'avez entendu? Je n'ai pas fait attention. Eh bien, vous auriez dû.